Les frappes ukrainiennes se sont abattues avec une intensité remarquable sur le territoire russe, dessinant un tableau d'une violence inédite. Des installations militaires stratégiques ont été touchées en profondeur, certaines réduites à l'état de décombres calcinés. L'effet cumulatif de ces attaques dépasse le simple impact matériel. Il s'agit d'un choc psychologique et opérationnel qui fragilise durablement la machine de guerre du Kremlin. Au cours du mois de février, l'Ukraine a mené une campagne coordonnée visant des cibles à haute valeur stratégique. Centres de commandement, dépôts de munitions, infrastructures de production de missiles et installations liées aux drones. Ces opérations, d'une ampleur significative, ont notamment débuté dans les territoires occupés de Donetsk, où des frappes de précision ont perturbé les plans offensifs russes dans le sud et en direction de Zaporijia. Selon plusieurs sources, une attaque particulièrement notable a visé un centre de commandement lié aux 5 corps d'armée interarmes russes. Une munition à forte charge explosive, estimée à environ 230 kg, aurait été utilisée pour neutraliser des structures fortifiées essentielles à la coordination des opérations. Cette frappe s'inscrivait dans une offensive plus large, incluant des attaques simultanées contre des points de contrôle de drones, des dépôts logistiques et d'autres postes de commandement. Ces opérations marquent également la réapparition de capacités de frappe que l'on pensait temporairement épuisées. Après plusieurs mois d'accalmie apparente, l'Ukraine a démontré qu'elle conservait, voire renouvelait, son accès à des systèmes de missiles avancés. La dernière utilisation notable remontait à novembre, lors d'une frappe en profondeur sur le territoire russe. Moscou pouvait espérer une diminution durable de cette menace. Il n'en a rien été. Les conséquences opérationnelles sont immédiates. La désorganisation des structures de commandement à Donetsk a ralenti la progression des forces russes, en particulier dans un contexte où celles-ci préparaient une nouvelle offensive de grande ampleur vers le sud. Les régions de Zaporijia et du littoral de la mer Noire figuraient parmi les objectifs stratégiques, aux côtés de villes majeures comme Kherson, Mykolaïv et Odessa. Dans le même temps, des contre-offensives ukrainiennes ont permis de reprendre le contrôle de portions significatives du territoire, compliquant davantage les préparatifs russes. La combinaison de frappes en profondeur et d'actions terrestres a ainsi créé un effet de déséquilibre, entravant la capacité de Moscou à concentrer ses forces et à stabiliser ses lignes. Parallèlement, l'Ukraine a intensifié ses attaques contre l'écosystème des drones russes, devenu un pilier central de leur stratégie. En Crimée occupée, des frappes ont visé un aérodrome utilisé pour le lancement de drones de type Shahed. Cette installation, mise en place à l'automne 2025, permettait de réduire le temps de vol vers des cibles ukrainiennes, compliquant la tâche des systèmes de défense aérienne. En neutralisant ce site, Kiev cherchait à allonger les distances d'engagement, redonnant ainsi un avantage précieux à ses défenses. Un aérodrome détruit ne peut plus servir de plateforme de projection, et chaque frappe de ce type affaiblit la capacité de nuisance russe. Cette opération s'inscrit dans une logique plus large. Priver l'adversaire de ses points d'appui avancés. La campagne ne s'est pas limitée aux zones occupées. Sur le territoire même de la Fédération de Russie, des installations industrielles liées à la production de drones ont également été ciblées, notamment dans la région du Tatarstan. Fait notable, certaines attaques auraient été menées à l'aide de drones ressemblant au modèle utilisé par la Russie elle-même, une inversion symbolique et stratégique. Cette dynamique illustre une évolution majeure du conflit. La guerre des drones est devenue bidirectionnelle, chaque camp adaptant et retournant les innovations de l'autre. L'Ukraine, en particulier, démontre une capacité croissante à frapper non seulement les vecteurs d'attaque ennemis, mais aussi les infrastructures qui les rendent possibles. Ainsi, loin d'être des actions isolées, ces frappes s'inscrivent dans une stratégie cohérente visant à désarticuler en profondeur les capacités militaires russes. En ciblant à la fois les centres de décision, les chaînes logistiques et les moyens de production, Kiev cherche à imposer un coup systémique à son adversaire. Un coup qui dépasse largement le champ de bataille immédiat. Alors que ces dynamiques se déploient à l'échelle internationale, il convient de revenir au théâtre d'opération de Zaporijia, où l'Ukraine a récemment mené une frappe ciblée contre un dépôt ainsi que des équipements situés à proximité de la localité de Vasilivka. Ce site était Murtabeton à l'unité russe Rubicon, probablement la formation de drones la plus avancée de Moscou, et l'une des rares capables de rivaliser avec les unités d'élite ukrainiennes spécialisées dans la guerre sans pilote. Une enquête approfondie menée par Radio Free Europe, Radio Liberty, en septembre 2025 a mis en lumière le rôle central de cette unité. Ce qui distingue Rubicon au sein de l'appareil militaire russe réside dans son organisation interne hautement spécialisée. L'unité est structurée en divisions fonctionnelles, chacune dédiée à un type spécifique de drone, permettant ainsi une exploitation optimale des compétences individuelles de ses opérateurs. Les pilotes les plus expérimentés dans l'utilisation de drones FPV, ces appareils à courte portée déployés en première ligne, sont affectés à des missions tactiques immédiates. D'autres opérateurs prennent en charge des drones de type Shahed, lancés depuis les territoires occupés en direction des centres urbains et des infrastructures énergétiques ukrainiennes. Par ailleurs, Rubicon joue un rôle déterminant dans la conception et les essais de nouveaux systèmes de drones utilisés par les forces russes. Dans ce contexte, la frappe ukrainienne à Vasilivka revêt une importance stratégique majeure.
En détruisant les équipements et les stocks de drones de cette unité, Kiev prive Moscou d'un atout technologique essentiel. Car, même les opérateurs les plus qualifiés deviennent inefficaces en l'absence de systèmes opérationnels. Les attaques ukrainiennes récentes révèlent une stratégie cohérente et méthodique. Cibler non seulement les plateformes de lancement, mais également les chaînes de production et d'assemblage des drones russes. L'objectif est double. Réduire la cadence des frappes ennemies sur l'ensemble du front et protéger les centres névralgiques ukrainiens face aux attaques massives de drones longue portée. L'ampleur de ces attaques est considérable. Selon les déclarations du président Volodymyr Zelensky, la seule dernière semaine de l'hiver a vu la Russie lancer plus de 1720 drones d'attaque, près de 1300 bombes guidées et plus de 100 missiles. Sur l'ensemble des 3 mois hivernaux, près de 19 000 drones auraient été utilisés, soit une moyenne mensuelle dépassant les 6 000 unités. Ces chiffres illustrent une stratégie de saturation visant à submerger les défenses ukrainiennes. Face à cette intensité, Kiev a entrepris d'élargir ses opérations au-delà des zones de combat immédiates. L'attaque contre l'usine de Votkinsk, située en République d'Oudmourtie, à environ 1400 km du territoire ukrainien, en est une illustration spectaculaire. Ce site industriel joue un rôle clé dans la production de missiles balistiques Iskander-M ainsi que d'autres systèmes avancés. Contrairement aux attentes du Kremlin, qui considérait cette installation comme hors de portée, l'Ukraine a démontré sa capacité de frappe en profondeur grâce à un système hybride avancé, souvent désigné sous le nom de Flamingo. Doté d'une portée pouvant atteindre 3000 km, cet engin combine des caractéristiques de missiles et de drones, lui permettant d'atteindre des cibles éloignées avec une précision significative. Lors de l'attaque menée fin février, plusieurs projectiles ont frappé l'installation, provoquant des dégâts majeurs. Des images satellites relayées par la BBC ont révélé une brèche importante dans la toiture d'un atelier, suggérant une pénétration suivie d'une explosion interne. Ce site étant responsable de la fabrication de composants critiques pour les missiles russes, son endommagement pourrait perturber durablement les capacités de production. Cette frappe prend une dimension encore plus importante à la lumière de l'intensification des attaques de missiles russes. Au cours de l'hiver, environ 738 missiles auraient été lancés contre l'Ukraine, soit une moyenne de 8 par jour. Le mois de février a marqué un pic, avec une augmentation de plus de 100% par rapport au mois précédent, traduisant une volonté russe d'intensifier la pression aérienne. Parmi les armes utilisées figure notamment le missile hypersonique Irkon, capable d'atteindre des vitesses supérieures à 13 000 km/h. Son emploi souligne que, malgré ses difficultés opérationnelles, la Russie conserve des capacités de frappe avancées. Dans ce contexte, la stratégie ukrainienne apparaît clairement. Frapper les capacités de production en amont afin de ralentir le rythme des attaques. Si la Russie ne parvient pas à reconstituer rapidement ses stocks, elle devra soit réduire l'intensité de ses frappes, soit épuiser ses réserves existantes. Il est donc probable que l'Ukraine poursuive cette logique de frappe en profondeur, surveillant attentivement les efforts de reconstruction des infrastructures russes. Toute tentative de remise en service rapide pourrait entraîner de nouvelles attaques ciblées. En définitive, les opérations menées par Kiev témoignent d'une évolution vers une guerre industrielle et technologique, où la destruction des capacités de production devient aussi cruciale que les combats sur le terrain. L'objectif n'est plus seulement de résister, mais de désorganiser durablement l'appareil militaire adverse en frappant au cœur même de sa capacité à produire et à projeter sa puissance.